je voulais ce petit accessoire. Allez, super. Alors, c'est bon. Donc l'article que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Moi, il me faut du papier ou analyse d'une difficile et inégale conversion des lecteurs et lectrices au roman numérique. Alors il a été écrit par Emmanuelle Guittet, qui est une sociologue de la culture, des loisirs et du numérique. L'article, il est paru dans la revue Bien Symbolique, qui est une revue universitaire gratuite et en ligne, bilingue et interdisciplinaire, fondée sur 3 domaines d'études, soit les arts, la culture et les idées. Donc l'article d'Emmanuelle Guittet paraît dans la revue numéro 7 en 2020, revue dont le titre est Lire en numérique. Ainsi, son article s'inscrit dans un mouvement de recherche collectif pour une revue dédiée à la lecture numérique. Emmanuelle Guittet se sert d'une enquête qu'elle a déjà menée par le passé pour écrire son article. Plus précisément, elle se sert de, je cite à la page 5, d'une recherche doctorale portant sur la lecture de romans et les usages de la prescription littéraire. Elle précise que même si la recherche originale n'était pas centrée sur le numérique, elle a tout de même pu se servir de ce travail qui portait sur les pratiques de lecture de romans en général, puisqu'on y retrouve certaines représentations liées au numérique et à l'attachement au format papier. Son article se fonde donc sur 36 entretiens semi-directifs qui essaient de respecter la répartition par sexe et fréquence de lecture observée dans un questionnaire fait au préalable sur une plus grande tranche de la population. Seul bémol dans ce panel, c'est que l'enquête a été faite à Paris, donc il y a une prédominance des lecteurs et lectrices appartenant à des cadres de profession intellectuelle supérieure, car c'est les métiers les plus présents à Paris, évidemment. Voici donc ce qu'il en est pour le contexte de l'article. Si l'article il interroge chez les lecteurs et lectrices de romans leur pratique de lecture, la vision qu'ils en ont de cette pratique, et leur pratique de la lecture numérique, ainsi que la vision qu'ils ont du numérique. L'article il s'articule autour de 3 parties. La première, elle s'intéresse à l'attrait initial répandu sur la praticité du numérique. La deuxième se penche sur le frein que représente l'attachement au format papier pour faire la transition numérique, tandis que la dernière partie essaie d'expliquer comment la situation socio-culturelle des enquêtés peut expliquer le fait que les enquêtés passent ou non au numérique. Ainsi, nous allons nous demander comment les pratiques de lecture et les profils des lecteurs et lectrices de romans expliquent le passage ou non et les pratiques de lecture au numérique. Voilà. Alors, pour ce faire, nous allons simplement suivre le plan d'Emmanuelle Guittet, c'est-à-dire que nous analyserons l'attrait au numérique, suivi par l'attachement au format papier, pour finir par le déterminisme social et qu'est-ce que ça joue dans les pratiques de lecture. Donc pour commencer, nous allons nous pencher sur la manière dont les gens perçoivent le numérique dans les pratiques de lecture. Mais juste avant de lire en numérique, il est important de souligner que le numérique, dès l'arrivée d'Internet, a chamboulé le monde du livre. En effet, avec Internet est arrivé les marchands en ligne, ce qui a bouleversé le monde éditorial. 41% des enquêtés admettent avoir déjà acheté en ligne, et d'autres parlent de l'aspect pratique de l'achat en ligne, tout simplement. En effet, acheter sur Internet, c'est supprimer toutes les étapes et obstacles de l'achat d'un livre. On évite le trajet, la recherche dans les rayons, mais d'autres soulignent, et c'est très important, l'importance de l'anonymat dans l'achat en ligne. Ainsi, il y a une certaine Émilie qui dit « À l'époque où je lisais de la fantaisie urbaine, déjà les gens ils te regardaient genre « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ou encore, elle fait remarquer que certaines personnes lui disaient « Ah bah ça, ce n'est pas un vrai roman ». Ou encore, j'ai demandé à un vendeur à la Fnac et il m'a répondu « Non, ici on vend de vrais livres ». C'est assez violent tout de même. Donc, après, pour la lecture en numérique,
pour juste le simple fait de lire en numérique. Tous les enquêtés soulignent le fait qu'ils aient une liseuse ou non, que ça a l'air très pratique. Ils ont plusieurs arguments pour ça, que ce soit la taille, le poids, le volume, le fait que ça prenne de la place chez soi, c'est plus facile à transporter, à ranger, mais il y a aussi la possibilité, juste avec une liseuse, d'avoir plusieurs livres. Il y a aussi la gratuité de certains ouvrages, dont ceux qui sont tombés dans le domaine public, ou juste on peut s'en procurer de manière illégale. La vitesse d'obtention des ouvrages, il suffit de juste télécharger et c'est très rapide. Et certains aussi soulignent les faux inconvénients. Enfin, pour eux, ce sont des faux inconvénients au niveau du prêt et des échanges avec l'entourage. Parce qu'en réalité, il suffit juste d'envoyer un lien pour le téléchargement ou de partager le document. Donc le numérique, en somme, il a bouleversé l'univers du livre pour ce qui est des moyens d'approvisionnement. Mais il a aussi bouleversé la perception qu'on a du numérique. Tout le monde est d'accord pour reconnaître les avantages d'une liseuse sur un livre en papier. Pourtant, ces avantages ne poussent pas forcément les lecteurs à passer au numérique. En effet, l'attachement au format papier reste plus fort, ou trop fort même. Les enquêtés parlent notamment du rapport sensoriel au livre, que ce soit la vue, évidemment, mais aussi le toucher avec le grain du papier, l'ouïe, le bruit des pages qui se tournent, l'odeur. Il y en a beaucoup qui avouent qu'ils sentent et aiment l'odeur des livres. Ainsi, ce rapport multisensoriel au livre est visible chez Alexandre à la page 14, qui dit, en parlant des liseuses, « Je pense que tu perds un truc qui fait partie de toute l'expérience de lire un bouquin, qui est le rapport à la page, au bruit, au froissement, une espèce de geste également, ou une attention que tu dois avoir vis-à-vis du bouquin. » Fin de la citation. Nous remarquons aussi le besoin d'avoir les livres, de les avoir à soi, surtout les livres qui plaisent aux lecteurs et aux lectrices. C'est le cas de Sabine à la page 16 qui dit « Quand j'aime beaucoup, j'ai besoin de posséder. Donc il m'arrive qu'on me prête un livre et qu'après je l'achète. » C'est assez drôle parce que Emmanuel Guittet a aussi remarqué que les pratiques de relecture sont très rares. Donc vraiment, c'est la finalité de l'achat du livre, c'est juste d'avoir le livre. C'est même pas le lire, le relire, le feuilleter ou quoi. L'achat des livres permet aussi, selon certains enquêtés, de se former un patrimoine à transmettre. C'est aussi perçu par les enquêtés comme une preuve ou une trace de leur pratique de lecture. La bibliothèque devient un témoin de leur pratique. La bibliothèque personnelle devient par extension un objet qui fait partie de la pratique. Beaucoup d'enquêtés prennent un malin plaisir à décrire leur bibliothèque, la manière dont ils ont classé les livres, les étagères choisies, etc. La bibliothèque devient la matérialisation d'une pratique relativement intangible, puis cette tendance se remarque autant chez les possesseurs d'une grosse bibliothèque que chez ceux qui en ont une plus petite. C'est le cas d'Élodie à la page 23, qui n'a que 20 livres, mais qui en est tout de même très fière en tant que lectrice récente. Sa bibliothèque fait partie de la construction de son identité, de son identité nouvelle de lectrice. La bibliothèque devient aussi l'incarnation de l'élévation sociale chez certains, mais aussi l'incarnation de l'apprivoisement d'une pratique qui leur était étrangère par le passé. Ainsi, l'attachement au livre, il passe par l'expérience multisensorielle que le numérique empêche, mais aussi parce que les lecteurs et lectrices sentent le besoin de posséder les livres, la possession des livres et d'une bibliothèque devenant un fort symbole de leur pratique de lecture. Et globalement, Emmanuel Guittet, elle remarque que tous ces enquêtés sont très attachés à leurs livres, mais il y a tout de même une séparation qui se crée entre les gens issus de classes favorisées et ceux issus de classes populaires. Alors pour commencer, ceux qui sont issus de classes aisées, ils sont un peu moins attachés aux livres, ils sont plus aptes à les prêter, comme un certain Thibaut à la page 18, mais aussi ce sont de plus gros lecteurs et ils multiplient les supports de lecture. Ils ont donc plus tendance à avoir une liseuse et à lire en numérique. Alors ça c'est intéressant pour nous parce que même si l'article il ne parle pas du livre audio, en somme c'est le même mécanisme qui se passe pour le livre audio. C'est juste une multiplication des méthodes de lecture.
De plus, on peut aussi dire que de par leur origine sociale, la lecture est une activité qui est plus innée, entre guillemets, chez eux, ce qui fait que, par conséquence, ils ont une posture plus désinvolte vis-à-vis de la lecture et de l'objet livre. C'est ce qu'on peut observer avec Aurélie à la page 28 qui dit « Ils ne sont pas vraiment rangés en fait, c'est un peu fouillis, il y en a qui me servent de table ». Ainsi, les classes aisées ont plus tendance à lire sur liseuse afin de rajouter des méthodes de lecture à leur propre pratique de lecture. Mais tout de même, la mauvaise perception qu'ils ont du numérique s'observe dans ce qu'ils lisent sur liseuse, puisqu'ils ont beaucoup plus tendance à lire des romans dits de paralittérature, comme la science-fiction et le policier. C'est d'une certaine manière, puisque le numérique est mal considéré, les possesseurs de liseuses s'en servent pour lire de la littérature mal considérée aussi. De l'autre côté, il y a les classes populaires, qui eux sont plus attachés aux livres-objets. Ceux pour qui la lecture est une activité de l'ordre de l'acquis sont très fiers d'afficher leur pratique comme un besoin de prouver qu'ils sont des lecteurs, de légitimer leur pratique. La possession et l'exposition des livres devient un élément fondateur de leur pratique de lecture. Ainsi, l'origine socio-culturelle des enquêtés a un impact sur leur pratique de lecture et sur leur attachement au livre. Les classes aisées sont plus détachées du livre-objet, et pour eux, la liseuse et le numérique est juste un moyen supplémentaire de lire. Mais même s'ils lisent sur liseuse, ils gardent de mauvais a priori sur le numérique, puisqu'ils s'en servent pour lire des romans issus de genres moins nobles que leur lecture papier. Tandis que les enquêtés issus de classes populaires sont plus attachés aux livres. Il y a une forme de fétichisme autour de l'objet, puisqu'il représente beaucoup plus de choses pour eux. Tandis que les classes aisées perçoivent le livre comme un objet de lecture. Enfin, ils considèrent le livre comme un objet et la lecture comme une activité banale. Les classes populaires perçoivent le livre et la lecture autrement. C'est une activité qu'ils ont dû conquérir et dominer alors qu'ils n'avaient pas les prédispositions ou qu'ils n'ont pas été encouragés à ça. Ainsi, nous avons pu, grâce à cet article, remarquer plusieurs mécanismes qui expliquent pourquoi et comment les lecteurs et lectrices de romans se mettent à la lecture numérique. Et il y a aussi quelques éléments qui définissent la perception que les lecteurs et lectrices ont du numérique. Si tout le monde est d'accord pour reconnaître les avantages du numérique, mais peu passent le pas. Ceux qui le font sont plus souvent issus des classes aisées. Et pour eux, le numérique est juste un moyen supplémentaire, la figure du cumulard, de lire. Et ils s'en servent pour des lectures simples ou juste moins nobles. Ces différents mécanismes et perceptions peuvent s'appliquer à notre domaine d'étude, le livre audio. Même s'il serait intéressant de directement faire une enquête là-dessus afin de confirmer ou non ce qu'Emmanuel Guittet a pu observer, c'est un peu ce qu'on fait dans ce cours. Par ailleurs, puisqu'il fallait bien que j'y passe, son article n'est pas sans défaut. En effet, je l'ai déjà dit, mais enfin, c'est pas l'article, c'est vraiment la méthode. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment des défauts, c'est plus des manquements qui peuvent ouvrir des pistes sur d'autres recherches. Je l'ai déjà dit, mais le simple fait que l'enquête soit réutilisée, c'est à mon sens un souci, parce que peut-être que si l'enquête avait été faite spécifiquement sur le numérique, est-ce que les enquêtés auraient répondu de la même manière si on n'avait parlé que du numérique, ou est-ce qu'une enquête spécifiée sur le numérique n'aurait pas dévoilé d'autres choses? Donc voilà. Après, comme problème, et pareil, je l'ai déjà dit, mais le fait que l'enquête ait été réalisée à Paris, à mon sens, ça crée un manquement, parce que la situation géographique joue aussi un rôle dans les pratiques culturelles.
un ou une lecteur-lectrice de romans à la campagne n'a pas les mêmes pratiques qu'un ou qu'une parisien-parisienne, juste au niveau de l'accès, des distances à parcourir, etc. Et enfin, j'ai remarqué une forme de souci dans la structure de l'article, puisque j'ai eu l'impression que certains éléments qui se trouvent dans cette deuxième partie auraient été plus pertinents dans la troisième. Notamment, elle commence à parler des différences sociales quand elle parle des bibliothèques dans la deuxième partie. Enfin, à mon sens, ça aurait été plus cohérent de mettre ça dans la troisième partie, ce qui donne une impression que la fin de la deuxième partie prend de l'avance sur la troisième. Et enfin, comme je l'ai dit, pour moi, l'article, puisqu'il est incomplet, il m'a fait me poser plusieurs questions qui seraient différentes pistes pour d'autres recherches. Il me fait poser la question, par exemple, puisque c'est centré uniquement sur les lecteurs et lectrices de romans, ça exclut pas mal d'autres types de lectures, que ce soit la philosophie, les biographies, les textes universitaires. Mais Emmanuel Guittet se penche sur la lecture la plus courante, qui est celle du roman, ce qui signifie qu'il reste encore plusieurs pistes à explorer, dont celle que nous explorons avec le livre audio. Pardon, j'ai la voix sèche. Oui, du coup, j'ai fini. Après, il y avait plein d'autres éléments super intéressants. Pas que j'ai omis, mais que... Enfin, si, je les ai omis. Par exemple, le fait que certains lisent en numérique avant d'acheter, parce que pour eux, c'est un moyen d'être sûr de ce qu'ils achètent. Ils lisent par exemple les 3 premiers chapitres. Et elle prend l'exemple des gens qui lisent des mangas. C'est pour ça que j'ai mis de côté. C'est que souvent, les gens qui lisent des mangas, puisque c'est très accessible sur Internet, à part les scans, ils lisent d'abord et puis ils achètent. Enfin, voilà. Oui, cette pratique de défrichage qu'elle cite d'une enquête qui a été menée sur les mangas par Christine Détré, Olivier Vanni, les mangados. Ouais. Mais c'était un article très intéressant et moi il m'a beaucoup parlé parce que je suis effectivement très attaché au format papier. D'accord. Ouais. Mais pour d'autres raisons qui ne sont pas mentionnées, c'est pour ça qu'à mon sens il manque des éléments. Moi par exemple, si j'apprécie vraiment le format papier, c'est que j'ai écrit dans mes livres, parce que ça me sert plus tard pour les études, etc. Ce que le format numérique empêche, quoi. Oui. Alors pas toujours, il n'empêche pas toujours. Oui, enfin c'est... Mais moyennant, effectivement, en fait aussi un équipement qui coûte de l'argent, enfin comment dire, oui. Déjà des compétences techniques pour savoir comment écrire sur les livres, comment les conserver quand on change d'ordinateur par exemple d'un format à l'autre, comment ne pas perdre, ça pose autrement certaines questions matérielles. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur une espèce de centralisme parisien. Oui. Non mais pour une question aussi que vous n'avez pas forcément explicité, enfin vous l'avez dit sans le dire, mais c'est très bien de soulever ce point. C'est le prix des loyers parisiens en fait. Oui. Et le fait que Paris pose la question de l'espace disponible matériellement d'une manière tout à fait différente que lorsqu'on habite à la campagne. Et juste pour l'accès à la culture, moi si je veux acheter un livre, je dois prendre la voiture, faire plusieurs kilomètres, c'est beaucoup plus simple. S'il vous plaît, on s'écoute. Merci. Alors allez-y, oui. Question sur Marco. Après aussi, c'est une dimension économique. Acheter des livres, au final, ça coûte un peu cher. Se les procurer en ligne, c'est plus simple. Ça coûte moins cher et c'est plus accessible aussi. Après, le fait que vous avez dit d'écrire sur les livres, tout ça, c'est possible de le faire aussi en version numérique si on a les bons outils. Si on a les bons outils, voilà. Mais là aussi, ça crée une inégalité entre ceux qui ont les outils, les compétences, l'équipement, et ceux qui ne les ont pas, en fait. Et oui, et puis la question de la gratuité, c'est pareil. Voilà, elle développe pas trop ce point sur la question de la gratuité, de l'illégalité. C'est pour ça qu'il y a certains manquements. C'est une enquête spécifique sur le numérique aurait dévoilé beaucoup plus de choses, je pense. Ouais, vous pensez ? Oui, parce que là, vraiment, elle le dit dès le début qu'elle réutilise une enquête déjà établie, mais juste sur la lecture de romans et pas que sur le numérique. Ouais. Je pense que sur le rapport à l'illégalité, tout ça... Ouais. Non, mais
c'est vrai, et c'est une différence par rapport à l'enquête qu'on est en train de mener collectivement et qui me semble importante parce que c'est vrai que, alors bon, malheureusement, j'ai pas pu faire la séance de travail avec vous la semaine dernière, mais j'ai été frappée quand on a fait la restitution qui était vraiment passionnante, hein, je trouve, par petits groupes, du fait que dans vos enquêtrices enquêtées, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément des lecteurs de romans ou que de romans. Donc il y avait aussi beaucoup de textes, voilà, comme vous dites, de pensée, de philosophie, de guides de développement personnel, voire des textes un peu techniques, etc. Et donc, c'est une dimension qui, effectivement, n'est pas tellement évoquée là. Après, bon, sur la réutilisation d'une enquête, alors, vous n'avez pas forcément présenté dans le détail Emmanuel Guittet. Vous avez... Après, c'est que j'ai essayé de faire des recherches sur sa personne et j'ai trouvé plein de choses et je savais pas trop quoi choisir parce que... Alors ça, c'est une bonne... Parce que, par exemple, je suis tombé sur son compte Twitter. Ah bon, d'accord. Et voilà, donc c'est vraiment, j'ai farfouillé mais elle a travaillé au... Vous n'en avez rien dit de tout Oui, ce je suis allé un peu vite parce que j'avais trop de trucs et je me suis dit, je vais plus rester sur l'article en somme, mais oui, j'aurais peut-être dû m'attarder un peu plus. Ouais. Alors, ça, c'est une remarque pour vous aider aussi, par rapport à cette difficulté que vous mentionnez. Quand vous êtes devant cette... c'est vrai que c'est un problème avec Internet, parce que quand on tape un truc sur Google ou sur votre moteur de recherche, peu importe, vous avez des réponses qui en plus sont différentes pour chacun, parce que Google s'ajuste avec des algorithmes aux pratiques de recherche qu'on a, donc c'est un peu... Voilà. Et donc il faut bien trier dans ces réponses. Et quand on fait un travail à l'université, par exemple, c'est vraiment tout un enjeu de distinguer les sites fiables des sites moins fiables. Alors parmi ce qui est fiable, par exemple si on veut présenter Emmanuel Guittet, il y a tout l'enjeu de trouver un site institutionnel qui est une institution où elle travaille. Donc en l'occurrence, elle est maîtresse de conférence à Sorbonne Université. Oui. Et là, vous pouviez trouver sa page qui donc restitue ses enseignements et ses publications et son parcours sur le site de Sorbonne Université. Donc c'est ce site-là que vous devez privilégier. Mais c'est pas forcément évident, d'une part parce qu'elle est maîtresse de conférence depuis 1 an, je crois seulement, depuis 2022, donc ça fait juste 1 an. Donc si on avait fait cet exposé avant, il n'y avait pas ce site. Et vous avez les différentes informations. Après, voilà, il y a, à l'université, ce qui est important, c'est les publications. Et voilà, donc là, ce que vous pouviez mentionner, c'est qu'elle a fait une thèse, vous l'avez dit, mais qu'elle ne l'a pas publié sous forme de livre, généralement. Donc cet article, c'est aussi un article qui restitue une partie des résultats de la thèse. Et sur la réutilisation des données, alors pour défendre un petit peu Emmanuel Guittet, pour avoir fait une enquête et moi-même une thèse, et voilà, quand on se livre dans ces démarches de recherche qui prennent beaucoup de temps. Je le suppose, c'est peut-être un souci de temps que l'article a été commandé et que peut-être pas eu le temps de refaire une enquête. Enfin... Oui, mais en fait, c'est pas une question de temps, c'est que vous avez peut-être vu le temps que ça prend aussi de faire des entretiens, de les retranscrire, de les analyser. On a toute une masse avec un entretien, c'est très riche en fait. Et là, les analyses que vous allez en tirer par petits groupes, certainement, elles vont aussi sélectionner certains éléments parce que voilà, c'est un format scolaire, etc. Mais vous auriez pu en faire d'autres, en fait. Et souvent, le social est plus riche que ce qu'on pensait. La réalité, elle est parfois plus, elle déborde un petit peu. Donc, réutiliser des matériaux d'enquête, c'est plutôt quelque chose de positif parce que c'est aussi le signe le temps et la qualité quand on fait une enquête de qualité, qu'on investit pas mal de temps pour cela, eh bien, il me semble que c'est assez légitime d'en faire plusieurs usages et de constater. Mais après, c'est vrai qu'elle aurait pu compléter, peut-être par 1 ou 2 entretiens spécifiques. Voilà, votre remarque est tout à fait juste, ça n'invalide pas. Mais c'est juste pour défendre un petit peu les analyses qu'on peut tirer d'un bon matériau d'enquête qui peuvent être plus variés, même que ce qu'on imaginait au départ, parfois. Donc, en revanche, c'est vrai qu'elle ne dit rien du 4e format, le format audio. Le livre audio, oui. Ouais, le livre audio. Et ça, c'est une question qu'on aimerait bien pouvoir lui poser, parce que je suis persuadée que dans ces 36 entretiens, qui se doublaient aussi de 457 questionnaires, je ne l'ai pas précisé, mais elle a fait aussi dans les J'ai dit qu'elle avait fait
qu'elle avait essayé de respecter le panel d'un questionnaire fait au préalable. Ouais. Et où les femmes dominent aussi. Oui. Alors que nous, cette année, dans le panel, on a quand même été assez équilibré en termes de sexualité. On va voir, mais voilà, donc ça c'est un constat aussi intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques sur ce texte? Qui vous a plu, pas plu? Est-ce que vous avez des réactions aussi par rapport à l'enquête qu'on mène, nous, sur le livre audio? En tout cas, je vous remercie parce que votre exposé, il est très bien. C'est un très bon exposé. Vous avez vous cochez toutes les cases, même si vous n'avez pas présenté Emmanuelle Guittel proprement, la pauvre. Mais du coup, non, c'est bien. Et c'est bien d'avoir fait ces critiques aussi. Il y a aussi, il y a une remarque intéressante, c'est à la page 11 aussi. C'est à propos de cette enquêtrice, alors à qui certains vendeurs reprochent de ne pas vouloir acheter des vrais livres parce qu'elle veut acheter un genre très déconsidéré, celui de justement c'est de la romance, tout ça. Et en fait, elle dit qu'elle se sent beaucoup plus légitime et en sécurité en quelque sorte en consommant sur Internet. Mais Emmanuelle Guittel commente en disant mais c'est paradoxal parce qu'en réalité l'anonymisation elle est complètement mise à mal sur Internet en raison justement de ces algorithmes et de toutes les informations confidentielles qu'on donne à Amazon quand on achète sur Amazon. C'est de l'anonymat de surface, quoi. C'est juste qu'on n'a pas d'interaction directe. Tout à fait. Mais oui, c'est vrai que c'est précisé qu'en somme, voilà. le vendeur, il voit très bien qui achète, quoi. Oui. Non mais là c'est utile pour avoir une lucidité aussi sur Internet. Vous aurez un cours de sciences du numérique l'année prochaine. Mais il y a tous ces GAFAM qui sont aussi... Internet c'est pas un lieu aussi idéal et aussi... qui va pas lisser les inégalités sociales parce que voilà, les GAFAM ce sont aussi des entreprises capitalistes qui font du profit et qui utilisent les informations déposées par les consommateurs. Je me transporte avec toute ma maison. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur ce texte, d'autres choses? Ça va? Bon, eh bien, il nous reste un petit peu de temps.